L'arrêt de bus est baigné dans une lumière dorée, presque irréelle, alors qu'Ai Koku, 15 ans, observe l'horizon, son cœur battant de plus en plus vite à chaque minute qui passe. Son cours de danse, son rêve d'en devenir professionnel commence dans moins d'1 heure. Mais le bus tarde à se montrer. La rue est étrangement vide et le silence oppressant pèse sur son cœur. L'inquiétude monte. Un nœud d'angoisse se forme dans son estomac. Hésitante, elle fait un geste qu'elle n'avait jusque-là jamais fait. Elle choisit de lever le pouce, commençant à faire de l'autostop et espérant qu'un automobiliste aura la gentillesse de l'aider. Soudain, le vrombrissement d'un moteur rompt la monotonie du moment et une voiture noire ralentit jusqu'à sa hauteur. Un homme grand, au sourire calme et rassurant, lui fait signe de monter. Et malgré une seconde d'hésitation, la peur de rater son cours l'emporte sur son intuition profonde. Elle ouvre la portière sans se douter que ce geste, si banal soit-il, marquera le début de sa fin. Ce trajet, censé la mener vers ses rêves, l'entraîne en réalité tout droit dans les griffes d'Edmund Emil Kemper, le 3e, surnommé l'ogre de Santa Cruz. Derrière l'apparence tranquille de cet homme se cache un prédateur redoutable, un monstre calculateur. Dans cet épisode, je t'invite à plonger avec moi dans l'univers des plus troublants, d'un des tueurs en série les plus effrayants de l'histoire américaine. J'explorerai les racines de ses pulsions meurtrières, ses traumatismes et les violences vécues à l'enfance, et comment ces violences-là ont façonné son parcours sinistre. À travers une analyse approfondie, j'aborderai aussi les neurosciences, son modus operandi et les profils diagnostiques cliniques de ce tueur. Je démontrerai comment ces actes horrifiants ont permis des avancées significatives dans la compréhension des mécanismes de la criminalité et des tueurs en série au cours du segment Croissance post-traumatique. En réunissant l'ensemble des morceaux du puzzle, je construirai un portrait à la fois détaillé et nuancé de l'ogre de Santa Cruz, révélant les couches profondes et sombres de la psyché humaine et les circonstances qui peuvent mener à une tragédie sans nom. En passant, si tu aimes mon hoodie, accro au true crime, ça provient du podcast de True Crime Côté sombre de Jennifer et Colin, un podcast sur lequel j'ai fait plusieurs collaborations disponibles sur leur Patreon. Il y en aura certainement d'autres. D'ici là, bon épisode. Trigger warning, traumavertissement. Ce podcast traite de sujets particulièrement difficiles ou sensibles. Il ne convient pas aux enfants et l'écoute reste à l'entière discrétion de l'auditrice ou de l'auditeur. En tant que psychologue, je tiens à rendre hommage aux victimes et à leurs proches. C'est pour elles que je fais ce podcast. J'ai à cœur d'offrir une analyse pointue, respectueuse et rigoureuse, basée sur de solides études scientifiques dont la liste intégrale est disponible au www.psychocrimepodcast.com. L'objectif est de comprendre les dynamiques psychologiques derrière ces comportements sans jamais excuser les actes criminels. Mes hypothèses sont basées sur les données actuelles, mais ne remplacent pas un diagnostic officiel. Si tu apprécies le podcast, merci de partager, de commenter, d'abonner ou laisser un avis. Bonne écoute! Ma passion, les casse-têtes. Mais mon préféré de tous, c'est le mystère irrésolu du cerveau humain. Plonge avec moi dans une analyse pointue, rigoureuse et scientifique des esprits les plus torturés. Je suis Dr Véro Ménard, psychologue. Bienvenue au Psychocrime Podcast.
Edmund Emil Kemper III voit le jour le 18 décembre 1948 à Burbank, en Californie, dans une famille, disons-le, déjà fracturée. Bien avant sa naissance, la maison est imprégnée de tensions et de souffrances non résolues. Son père, Edmund Kemper Jr., vétéran de la Seconde Guerre mondiale, revient particulièrement brisé de son expérience sur le front. Incapable de surmonter ses traumatismes, il trouve un certain refuge dans l'alcool, une échappatoire face aux terreurs qui le hantent. Sa femme, Clarnell Stenberg, grande et autoritaire, porte en elle une colère dévastatrice qui se reflète dans chacune de ses interactions. Le mariage est un champ de bataille silencieux où Clarnell domine avec une cruauté verbale incessante envers son mari, écrasé sous son contrôle absolu. Elle l'humilie sans cesse, lui interdisant de montrer la moindre tendresse envers elle ou leurs enfants. Edmund Kemper III entre ainsi dans un monde déjà empoisonné par l'absence d'amour et de respect. Les dés étaient jetés avant même qu'il ne pousse son tout premier cri. Segment développement 0-9 ans. Dès ses premières années de vie, Edmund Emil Kemper grandit dans un environnement empli de tensions. Chaque éclat de voix de sa mère, qui résonne dans les sombres corridors de la petite maison, est un coup de tonnerre, le plongeant dans l'obscurité. Clarnell domine en maître non seulement sur son mari, mais sur son fils également. Les cris et les reproches constants deviennent le décor d'une enfance marquée par l'humiliation et la dévalorisation. Le fils est témoin silencieux de la lente décomposition de son père, qui, autrefois guerrier, voit maintenant sa masculinité se désintégrer graduellement. Les rares moments de complicité entre Ed et son père sont des éclats de lumière dans un océan de noirceur. Toutefois, chaque tentative de rapprochement est brutalement interrompue par Clarnell, qui perçoit ses gestes comme une faiblesse à éradiquer. Elle s'oppose à toute forme d'affection envers son fils, prétextant ne pas vouloir l'affaiblir. Clarnell elle-même est une figure tragique, sa colère explosant comme des tempêtes imprévisibles. Chaque jour est une épreuve pour le jeune Ed, traité comme un paria dans sa propre maison. À peine est-il âgé de 5 ou 6 ans qu'il est déjà stigmatisé comme problème ou comme étant anormal ou incontrôlable, alors qu'il n'a pas vraiment rien fait pour mériter ces titres. Les attentes de Clarnell sont simplement inatteignables et sa frustration se déverse sur son enfant avec une cruauté verbale sans borne. Parfois, ces explosions se transforment même en violence physique où ses poings deviennent des instruments de terreur. Au fil du temps, Ed développe une colère sourde, un feu intérieur pour lequel il n'a aucune place à évacuer. Les insultes et les coups portés à son esprit d'enfant alimentent une rage silencieuse. À l'école, il est marginalisé, incapable de tisser des liens avec des camarades. À la maison, il devient littéralement le réceptacle des frustrations de sa mère, dont la cruauté semble sans limite. Ed observe son père, impuissant face à la domination de Clarnell, et commence à appréhender la vérité cruelle. Dans ce monde, la force règne en maître. Cette leçon, il la conservera en lui bien longtemps après que son père ne soit plus qu'un fantôme, ayant disparu définitivement de leur foyer. Segment développement 9 ans, 15 ans. À 9 ans, Edmund Emil Kemper, le troisième, porte déjà les marques indélébiles des blessures psychologiques infligées par sa mère, mais la véritable spirale infernale débute avec la séparation de ses parents. En 1957, son père,
usé par des années de souffrance psychologique et de disputes incessantes, abandonne définitivement le foyer familial. Ce départ s'abat sur Ed tel un coup de foudre, pulvérisant son dernier lien affectif, son ultime refuge face à la tyrannie maternelle. Clarnell, quant à elle, ne tarde pas à exploiter cette défection. Rongée par une haine dévorante, elle entraîne ses 3 enfants dans un nouveau domicile, plus modeste, mais dont le sous-sol sombre et humide deviendra un abîme de souffrance. C'est dans ce lieu de désespoir qu'elle choisit de confiner son fils. Pourquoi? Paranoïa ou pur sadisme, elle prétend craindre qu'il ne s'en prenne à ses sœurs. Une justification absurde, vide de fondement, mais qui lui permet de le plonger dans un isolement sans bornes, loin des regards. Dans ce sous-sol de l'horreur, Ed subira des nuits interminables. L'obscurité y règne en maître, le froid mordant s'infiltre jusqu'à l'os et l'humidité s'accroche à son être tel un spectre. L'odeur âcre de la moisissure enveloppe chaque recoin, forgeant un sinistre cocon d'angoisse. Ce sous-sol, véritable prison mentale, est un lieu où le temps semble s'éteindre, où les bruits de la maison appartiennent à un monde étranger. Les rats grattent les murs et ses peurs d'enfants fusionnent avec un abandon insupportable. Chaque jour, Ed s'y retrouve, enfermé, coupé des autres, contraint à faire face à ses pensées sombres et à des cauchemars interminables. La peur d'abord diffuse se mue lentement en une rage sourde, en une colère avec laquelle il ne sait pas composer. Clarnell, à l'extérieur de cette prison, continue d'écraser son fils sous le poids des insultes, lui infligeant un sentiment profond d'inutilité. L'isolement, la privation de lumière et la violence psychologique ne sont pas simplement des outils de contrôle, mais des armes de destruction massive qui s'attaquent directement à l'esprit de Ed. Durant ces années, il ne fait que survivre. À l'école, il se mure dans un silence en observant les autres enfants comme s'ils évoluaient à travers un univers parallèle, inaccessible pour lui. Ses pensées sombrent dans l'obscurité et la mort devient graduellement une obsession pour lui. Une vengeance fantasmée contre sa mère et contre le monde qui l'entoure. Des idées macabres, encore confuses mais déjà inquiétantes, commencent à prendre racine dans son esprit tourmenté. Dans ce climat d'enfermement et d'abandon, les jeux de l'enfant prennent une tournure particulièrement inquiétante, particulièrement sinistre. Tandis que ses camarades imaginent des héros et des royaumes enchantés, lui s'amuse à réinventer des scènes de mort. Les poupées de ses sœurs deviennent des victimes de mutilations méthodiques, leurs têtes et leurs mains arrachées avec une précision glaciale. L'un de ses jeux favoris consiste à simuler des exécutions, se mettant en scène lui-même ou ses sœurs, en les imaginant, en les attachant à une fausse chaise électrique ou en simulant une chambre à gaz, alors qu'il mime des convulsions avec un réalisme plutôt troublant. La violence de ses fantasmes ne connaît pas de limite, et à 10 ans, il commet déjà son premier acte de cruauté. Un chat de la famille, enterré vivant dans la cour. Mais sa pulsion morbide ne s'arrête pas là. Il déterre le corps quelques jours plus tard et en conserve la tête. Un macabre rituel qui révèle une fascination grandissante pour la mort et pour la souffrance, pour la reprise totale de contrôle. Malheureusement, un second chat partagera ce destin tragique lui aussi,
ce qui dessine graduellement le portrait d'un enfant dont la façade calme semble dissimuler une brutalité en pleine émergence. À l'école, il est un fantôme. Quand les autres enfants ne l'ignorent pas, ils l'intimident et le maltraitent à son tour en raison de sa nature introvertie, de sa personnalité timide et de sa taille défiant toute norme. Ses notes chutent, mais ça ne lui importe pas. Il est beaucoup plus préoccupé par les pensées qui tourbillonnent dans son esprit. Les cours, les rires, les jeux lui paraissent comme des échos d'un autre monde, accessible seulement par la porte verrouillée de ses cauchemars. Dans cette spirale de souffrance, Ed commence à développer une fascination pour les récits de mort et de désespoir. Les histoires qui hantent son esprit ne sont plus celles des contes d'enfance, mais plutôt celles des récits sordides de meurtres, de souffrances infligées et de vies brisées. Au fil des mois, la colère d'Ed se cristallise de plus en plus, se transforme en un désir de revanche qui ne peut plus être contenu. Ses jeux, autrefois innocents, prennent maintenant une tournure beaucoup plus sombre. Il commence à planifier des scénarios de vengeance, ses sœurs devenant les protagonistes de ses drames personnels. Chaque poupée mutilée, chaque chat sacrifié n'est plus qu'un prélude à ce qu'il envisage. Une espèce de répétition générale pour un acte qui, dans son esprit dérangé, semble maintenant de plus en plus inévitable. Les années passent et le sous-sol, loin d'être un simple lieu de punition, se transforme en un laboratoire de sa psyché tourmentée. Ed Kemper, enfermé dans ses propres démons, devient le créateur d'un monstre qui hiberne, attendant le moment de libération où il sera enfin libre de prendre sa revanche. Le monde et les relations normales avec ses promesses d'amour et d'acceptation lui semblent désormais un mirage bien lointain, un rêve perdu dans les méandres de l'oubli. Et ainsi, dans les ténèbres de ce sous-sol, un prédateur émerge lentement, forgé par la douleur, la souffrance et l'abandon. Segment développement, rupture, 15 ans. À l'âge de 15 ans, Ed arrive à un point de rupture avec sa mère. Les disputes entre eux sont de plus en plus fréquentes. L'atmosphère familiale est devenue insupportable. Clarnell, toujours plus agressive, le réprimande constamment, lui répétant qu'il n'a aucune valeur et qu'il finira comme son père, soit un être faible et mauvais. Cette violence verbale constante alimente bien sûr une rage qui grandit, mais aussi un sentiment d'impuissance et de dévalorisation qui ne cesse de croître. Un jour, ne supportant plus les cris et les humiliations, il prend une décision radicale: quitter sa mère pour aller rejoindre son père à Los Angeles. Cette idée d'échapper au joug maternel lui insuffle un dernier espoir. Il s'imagine que trouver l'homme qu'il avait toujours idéalisé pourrait être enfin un nouveau départ pour lui. Son père représente une figure de stabilité et de force, même s'il a été particulièrement souvent absent. Ed s'imagine une vie où il serait enfin compris, loin de la tyrannie, loin de la toxicité oppressante de sa mère. Mais cet espoir est rapidement anéanti. Dès son arrivée chez son père, il se heurte à une réalité fort différente. Son père avait refait sa vie avec une nouvelle femme, et le foyer n'était pas le refuge qu'Ed s'imaginait. La relation avec son père, bien que moins conflictuelle que celle avec sa mère, est tout de même froide et distante. Le père, traumatisé par ses propres démons et pris dans sa nouvelle dynamique familiale, semble incapable de comprendre ou de s'occuper adéquatement de son fils adolescent. Ed se retrouve donc
à nouveau, reléguée au second plan, perçue comme une gêne, comme un poids dans cette nouvelle famille. Ce sentiment d'abandon et de rejet ne fait que grandir. Et quand il prend conscience que la nouvelle épouse de son père ne le supporte pas, elle se plaint de sa présence, affirmant que sa seule vue lui donne des migraines. Ed, déjà fragile, ressent cet accueil glacial comme une pure trahison. Lui qui espérait une nouvelle vie se retrouve à nouveau face à un mur d'indifférence et de rejet. Très vite, son père, ne sachant que faire de lui, l'amène chez ses grands-parents paternels, dans une ferme isolée en Californie, en lui faisant croire que ce ne sont que des vacances de Noël. Mais le père quitte et laisse Ed, lui annonçant subitement qu'il devra maintenant vivre avec ses grands-parents. Ce nouvel abandon le marque profondément, renforçant son sentiment de n'avoir absolument aucune place dans ce monde. Il se sent désormais trahi par ses deux figures parentales. Segment développement, 15 ans, 21 ans. Envoyé chez ses grands-parents paternels, Ed Kemper espère trouver un peu de paix après l'abandon de son père. Mais la ferme isolée des montagnes californiennes ne représente en rien le refuge qu'il attendait. Bien qu'il entretienne une relation relativement cordiale avec son grand-père, un homme aimant la chasse et travaillant pour le département routier, la présence de sa grand-mère Maude pèse lourdement sur lui. Maude Kemper, une femme sévère, contrôlante, autoritaire, lui rappelle étrangement sa propre mère. Si elle n'est ni alcoolique ou physiquement violente, elle reste d'une dureté froide et l'écrase, le réprimande constamment, à la moindre occasion. L'adolescent déjà fragilisé par ses nombreux traumatismes passés se sent à nouveau pris au piège. Maude est écrivaine indépendante et fait rapidement savoir qu'un adolescent à surveiller constamment rend sa vie pénible. Ed, enfermé dans ce huis clos familial oppressant, voit sa colère encore grandir jour après jour. Maude contrôle tout. Ses mouvements, ses pensées, à aller jusqu'à même ses mots, ses expressions. Elle le réprimande sans cesse, cherchant à le modeler selon ses attentes. À ses yeux, finalement, Maude n'est qu'une reproduction de sa mère, une nouvelle figure maternelle castratrice qui l'étouffe. Pendant ce temps, Ed tente tout de même d'entretenir une relation positive avec son grand-père qui, malgré son âge avancé et ses premiers signes de démence, l'initie à la chasse, en espérant que cette activité physique et agressive puisse canaliser ses frustrations. Mais cette tentative de renouer avec une forme de normalité échoue. En fait, loin d'apaiser Ed, la solitude de la ferme, le silence imposant des montagnes et l'autorité de Maude ne font qu'accroître sa rage intérieure. Le 27 août 1964, tout bascule. Ce jour-là, après une nouvelle dispute particulièrement violente avec Maude, Ed, incapable de contenir sa colère, se lève de table et reprend le fusil de son grand-père que Maude avait caché, alors qu'elle craignait qu'Ed ne s'en serve. Une fois de plus, elle lui dit quoi faire. Elle lui dit « Ne va pas tirer sur les oiseaux ». Là, dans l'embrasure de la porte, la fixant froidement, sans un mot, il lui tire une balle dans la tête, puis 2 autres dans le dos, alors qu'elle gît déjà sur le sol. Mais sa rage n'est pas apaisée.
Il prend donc un couteau de cuisine et dans un accès de violence presque ritualisé, il poignarde plusieurs fois le corps sans vie de sa grand-mère. Peu de temps après, quand son grand-père rentre de l'épicerie, Ed panique et le tue également. Il se retrouve soudainement confronté à un vide immense, comme si, après avoir commis l'irréparable, il ne savait plus quoi faire. Dans un état de choc frappant, il appelle sa mère qui, prise de panique, lui ordonne d'appeler la police. Ce qu'il fait alors, sans broncher. Les forces de l'ordre arrivent peu après, trouvant un Ed calme et apathique sur le porche, attendant leur arrivée. Placé sous évaluation psychiatrique, Ed Kemper est d'abord diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde. Déclaré non criminellement responsable en raison de ses troubles mentaux, il est interné à l'hôpital d'État d'Atascadero, un établissement psychiatrique pour les criminels dangereux. Ce point fut un tournant majeur dans sa vie. Enfermé dans un environnement où chaque geste est surveillé, il trouve dans cet isolement forcé une forme de stabilité qu'il n'avait jusque-là jamais connue. Durant son séjour de près de 6 ans à Atascadero, elle est perçue comme un patient modèle. Son comportement exemplaire lui vaut la confiance du personnel soignant qui, convaincu de son potentiel de réhabilitation, commence à douter du diagnostic initial de schizophrénie. Il excelle dans les tâches administratives et démontre une intelligence hors du commun. Si bien que les professionnels de santé mentale lui font passer un test de quotient intellectuel lors du premier essai évalué à 136 et plus tard à 145. Il faut savoir qu'un QI de 145 concerne moins de 1% de la population. En fait, moins de 0,25% de la population. C'est donc extrêmement rare. Au sein de l'établissement, ce qui est perçu comme une amélioration clinique n'est en réalité qu'un masque soigneusement calculé. Ed apprend à manipuler ses psychiatres et à jouer le jeu de la réhabilitation. Alors qu'on lui accorde de plus en plus de responsabilités, il est même confié à assister aux passations de tests psychométriques. Durant les moments où il est laissé seul avec l'équipement, il mémorise les réponses attendues, devenant ainsi un expert de ces tests. De mieux en mieux, il utilise ses connaissances pour répondre parfaitement aux attentes de son personnel soignant et se forgeant ainsi une fausse image de guérison. En parallèle, il étudie de près les autres patients criminels, en apprenant de leurs erreurs et en affinant son propre savoir sur la manière de tromper et de manipuler les autres. Ed se construit ainsi en silence, en accumulant des connaissances qui lui seront plutôt utiles dans sa future carrière meurtrière. C'est le 18 décembre 1969, à l'âge de 21 ans, qu'Edmund Kemper est jugé réhabilité et est alors libéré sur parole. Ses professionnels sont clairs et sans équivoque toutefois. Ils déconseillent vivement de le renvoyer chez la mère. Mais sans argent, sans perspective d'emploi, sans autre solution, l'État de Californie prend la tragique décision de remettre Kemper aux bons soins de sa mère, fermant ainsi les yeux sur le désastre à venir. Segment Développement, carrière criminelle. Ainsi, c'est à l'âge de 21 ans, après 6 ans d'internement à l'hôpital d'État d'Atascadero, qu'Ed Kemper est de nouveau libre. Pourtant, cette liberté a un goût amer, car il est renvoyé là où tout a commencé, chez sa mère, Clarnell. Tout juste sorti d'un hôpital psychiatrique, il se retrouve ainsi à nouveau enfermé dans un environnement toxique, sous l'autorité d'une mère qui le méprise profondément. Clarnell n'a évidemment pas changé, tout aussi colérique, qu'elle lui fait sentir quotidiennement à quel point elle le déteste. Ses cris, son venin verbal, résonnent à travers les murs de la maison, rappelant à Ed qu'il n'a toujours pas sa place dans ce monde. Pour elle, il n'est qu'un poids, qu'une erreur. Et à nouveau, cette rage muette
étouffé sous un masque d'apparente normalité, s'accumule et s'accumule en lui. Mais cette fois, Ed Kemper a un plan. De l'extérieur, il tient bien son rôle du fils exemplaire, travaillant, obéissant, un homme à l'apparence banale, avec un esprit méthodique et une intelligence remarquable. Mais dans l'ombre, ses fantasmes meurtriers, jusque-là dissimulés soigneusement, refont surface, plus violents et plus précis que jamais. Il commence à sillonner les autoroutes, prenant en autostop de jeunes femmes sans jamais leur faire de mal, du moins au début. Il observe, il écoute, il apprend comment gagner la confiance. Puis en mai 1972, Kemper passe à l'acte. Ses toutes premières victimes, 2 étudiantes en autostop, sont assassinées avec une violence calculée et froide. Leurs corps sont ensuite démembrés et dissimulés. Ce qui suit est tout simplement une série d'horreurs sans nom. Dans les mois qui suivent, il tue 6 femmes, dont plusieurs étudiantes qu'il kidnappe sur les routes californiennes. Son modus operandi est précis et méticuleux. Il les étrangle ou les tue par balle avant de mutiler leur corps, les décapiter et, dans certains cas, les violer post-mortem. Ed Kemper se transforme en un véritable prédateur, utilisant son physique imposant, sa voix douce, mais surtout son intelligence pour manipuler et détruire. Un jour, il a lui-même mis fin à son cycle meurtrier. En avril 1973, après avoir assassiné sa mère, Clarnell, d'une manière terrifiante, suivi de l'ami de sa mère pour camoufler son crime, c'est comme si quelque chose avait changé en lui. Il prend l'auto de l'ami de sa mère et roule sans fin. Après 30 heures à rouler sans but, loin de ses derniers crimes, et dans une espèce de brume psychotique, Ed Kemper met lui-même terme à sa folie. À sa propre surprise, il se sent étrangement apaisé. Il téléphone donc à la police, depuis un téléphone public, en avouant l'intégralité de ses crimes. « Je viens de tuer ma mère et son ami. Vous devriez venir me chercher avant que je ne fasse plus de dégâts, » déclare-t-il aux autorités. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils trouvent un Kemper apathique, comme vidé de toute émotion, et les attendant sans résistance. Son arrestation marque la fin d'une des séries de meurtres les plus terrifiantes de l'histoire américaine. Mais le mystère de son esprit reste entier. Au cours de son procès, Ed Kemper a fait preuve d'une collaboration inhabituelle. Contrairement à la plupart des tueurs en série qui cherchent à minimiser leur acte ou à échapper à la justice, Kemper s'est montré extrêmement coopératif. Il dévoile sans retenue tous les détails les plus intimes, les plus morbides de ses crimes, en expliquant ses motivations avec une précision clinique. Il révèle avoir tué non par plaisir, mais pour se venger des blessures infligées par sa mère. Pour lui, chaque meurtre était une tentative de reprendre le contrôle sur une vie marquée par la domination et la souffrance. Le 8 novembre 1973, reconnu coupable de 8 meurtres, Ed Kemper est alors condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il purge sa peine à l'établissement correctionnel de Vacaville, en Californie, où il est d'ailleurs encore incarcéré à ce jour. Contrairement à de nombreux autres meurtriers en série, Kemper n'a jamais cherché à s'évader ou à manipuler son environnement une fois rendu en prison. Au contraire, il a continué d'offrir une coopération remarquable aux autorités en fournissant des détails sur ses crimes et ses pensées avec une clarté glaçante. À 75 ans, Edmund Emil Kemper, le troisième, est toujours vivant,
Un homme vieillissant dont l'intellect reste particulièrement aiguisé, mais dont l'âme est assombrie, à jamais, par ses propres démons. Son parcours, truffé d'horreurs et de traumas non résolus, nous rappelle l'immensité des ombres qui peuvent hanter l'esprit humain et à quel point certains esprits sont profondément troublés. Avant de poursuivre avec mon segment de l'analyse des traumatismes et des violences, j'aimerais prendre une minute de recueillement pour les victimes et leurs proches. Les victimes d'Ed Kemper. Maud Mathilda Yugi Kemper, 66 ans. Edmund Emile Kemper, Sr., 72 ans. Mary Ann P.C., 18 ans. Anita Lucchesa, 18 ans. Aiko Ku, 15 ans. Cindy Schall, 19 ans. Rosalind Thorpe, 23 ans. Allison Liu, 20 ans. Clarnell Elizabeth Strandberg Kemper, 52 ans. Sarah Taylor Allett, 59 ans. Segment traumatisme et violence. Je plonge maintenant dans un segment essentiel de cet épisode, une analyse détaillée des traumatismes subis par Ed Kemper durant son enfance et son adolescence, des expériences qui ont contribué à façonner son esprit torturé et ses actions horribles. Avec mon expertise en traumatisme à l'enfance et en troubles de la personnalité, j'explore ici les éléments clés de son parcours traumatique en m'appuyant sur une riche base d'études scientifiques. Je démontrerai comment ces expériences de rejet, de violence psychologique et d'isolement ont joué un rôle crucial dans la formation de son profil de tueur en série. Numéro 1. Les premières années, un contexte familial troublé. Ed Kemper est né dans une famille marquée par la violence et le chaos émotionnel. Sa mère, Clarnell, le rejetait déjà alors qu'il était tout petit, avant même sa naissance. Et son père, vétéran de guerre profondément traumatisé, était la plupart du temps absent physiquement, mais émotionnellement aussi. Selon plusieurs études sur l'attachement, par exemple celle de Bowlby ou de Ainsworth, un manque de soins maternels précoces peut entraîner des répercussions profondes sur le développement de l'esprit, le développement des futures relations, en exacerbant par exemple des troubles de l'attachement et en augmentant, plus tard, les risques de comportements antisociaux. Plusieurs études se sont particulièrement penchées sur ces aspects-là, comme celle de Hubert en 2010 ou de Perry. Humiliation, domination et castration par une mère violente. L'une des dynamiques les plus destructrices dans la vie de Kemper demeure bien sûr celle qu'il entretenait avec sa mère Clarnell. Elle représentait une figure d'autorité castratrice, humiliante et violente, tant sur le plan psychologique que verbal et parfois même physique. Clarnell réduisait systématiquement son fils en l'humiliant et en l'empêchant d'exprimer sa masculinité ou même de recevoir quelconque forme d'affection ou d'attention de sa part à elle ou même de la part de d'autres personnes comme son père. Il est important de comprendre que la domination maternelle, surtout mêlée à une humiliation continue, représente un facteur prédisposant majeur dans le développement des comportements antisociaux et violents. Les études sur les meurtriers en série, ici je pense à celle de Labrod en 2007 ou de Yardley en 2017, indiquent que la répression et l'humiliation dans la sphère familiale, surtout de la part d'une mère particulièrement castratrice, peuvent alimenter une colère intense qui est ensuite transférée sur des figures féminines à la vie adulte, souvent à travers des actes d'une violence extrême et envers des femmes particulièrement indépendantes. Parmi les besoins affectifs
universel, un enfant en développement nécessite d'être profondément aimé, d'être accepté pour qui il est, ainsi que d'être en sécurité au sein de ses relations primaires et bien sûr, d'avoir un espace sécure pour explorer et développer son identité. En tant que spécialiste de la personnalité, j'ai fréquemment vu des patients qui n'avaient pas eu cet espace et pire encore, qui avaient fait l'expérience répétée d'être dévalorisés, écrasés, humiliés par un ou par les deux parents en cours de développement. Cette expérience traumatique est particulièrement marquante et laisse des traces indélébiles sur la personnalité de la personne. Bien souvent, cette personne accumule de plus en plus une rage qui est particulièrement souffrante et étouffante. Numéro 3, l'enfermement au sous-sol et l'impact de l'isolement. Parlons du traumatisme du sous-sol maintenant. Possiblement l'un des événements les plus marquants dans la vie d'Ed Kemper fut cet enfermement dans un sous-sol sombre et humide de la maison familiale après le départ de son père. Clarnell justifiait cette décision par une espèce de peur que son fils n'agresse ses sœurs. Une rationalisation qui n'avait en fait aucune base, aucun fondement réel. Cet isolement forcé dans un espace claustrophobe et sans lumière a intensifié, bien sûr, le sentiment de rejet de Ed, aggravant son angoisse et transformant peu à peu cette peur en une rage accumulée. Plusieurs études se sont penchées spécifiquement sur le cas d'Ed Kemper, comme celle de Kruger en 2009, et ont parlé de cette rage accumulée qui devenait de plus en plus difficile à contenir et plus explosive que jamais. Les effets psychologiques de l'isolement prolongé, on en fait mention dans plusieurs études scientifiques, ça peut, quand on vit un important isolement durant le développement, entraîner des troubles cognitifs et émotionnels importants, souvent associés à des troubles de la personnalité. L'enfermement dans ce sous-sol où Ed n'entendait que des rats, où il vivait dans l'humidité, a contribué à une désocialisation marquée et une déconnexion du monde réel, en renforçant ainsi ses fantasmes violents et macabres. Je pourrais certainement passer un bon 2 heures à analyser ce seul fait, tellement c'est complexe et c'est sévère. Pour faire court, un tel comportement de la part d'un parent, surtout de manière répétitive, sans protection de la part de l'autre parent, envers un enfant est clairement de l'ordre non seulement de la négligence affective ou de la violence physique, mais pire encore, c'est de la torture psychologique. Non seulement ça ne répond en rien aux besoins affectifs de l'enfant, mais en plus, ça cause un traumatisme complexe, particulièrement grave, qui affectera non seulement le développement social et émotionnel de l'enfant, mais en plus pourra modifier les structures cérébrales liées par exemple à l'impulsivité, aux émotions et à l'empathie. Les êtres humains ont besoin de faire sens de leur expérience, de les comprendre. Pour un enfant en plein développement, cette injustice sans nom, cette torture imposée à répétition est absolument incompréhensible. Ça provoque un profond sentiment d'abandon, de confusion, de dévalorisation, sans compter toute l'anxiété et les colères qui s'accumulent de plus en plus. Il est particulièrement pervers, qui plus est de justifier cet acte par le fait que l'enfant représenterait un danger pour ses sœurs alors qu'il n'avait, jusque-là, rien démontré dans ce sens. Ça vient tordre la perception de l'enfant de lui-même et de ses relations avec les autres. C'est comme si la mère venait alors d'extérioriser ou de verbaliser la colère explosive qui était contenue à l'intérieur de Ed. Comme si le fait de simplement ressentir de la colère représentait obligatoirement un danger. Ce qui d'abord est totalement faux, mais qui, du simple fait de l'ignorer ou d'isoler l'enfant au sous-sol, par exemple, pour protéger le monde
de son potentiel danger, bien sûr, la peur et la colère sont ensuite décuplées. Et là, il y a un réel danger qui est en train de se créer. Il faut savoir qu'un enfant, tout petit, n'a pas d'autre modèle que ses propres parents, comme figure à qui s'identifier ou à qui ressembler. L'enfant n'est pas équipé des processus cognitifs ni des expériences de vie pour juger de sa propre situation, particulièrement au cœur de sa relation avec sa mère, par exemple, pour en conclure qu'elle aurait peut-être de sérieux problèmes, que ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit est injuste, faux ou violent. Le réflexe automatique, c'est qu'il se rabatte sur la seule autre possible conclusion, c'est-à-dire que c'est lui qui est mauvais, qui est défectueux, qui est indigne de respect ou d'amour. Ainsi, ce type d'attitude particulièrement pernicieuse peuvent forger des traumas psychiques très souffrants. J'interromps le podcast pour te dire que si tu as été victime de quelconque forme de violence qui soit, et ça, même si ça fait très longtemps, tu as droit à des services. Tu as droit à des indemnités. Au Québec, des organismes comme la CAVAC et l'IVAC sont là pour t'aider gratuitement avec toutes sortes de soins, de services et d'indemnités. J'ai créé d'ailleurs un programme complet de thérapie en ligne pour les victimes d'actes criminels entièrement payé par IVAC. Savais-tu que tu n'as même pas besoin de dénoncer ton ou tes agresseurs pour en bénéficier? Viens m'en parler, je peux t'aider. Va consulter mon site web au www.psytusavais.com ou ma page Facebook professionnelle Dr Véro Ménard, psychologue. Clique ensuite sur le bouton « Envoyer un message ». Tu as le droit et tu mérites de recevoir de l'aide. Numéro 4, rejet, manque d'amour et enfermement dans un ego narcissique. Le rejet constant et le manque d'amour de la part de sa mère ont poussé Ed Kemper à s'enfermer dans un ego narcissique comme un mécanisme de défense. Le narcissisme, c'est une réaction commune chez tous les enfants, puis éventuellement dans un développement normal, il y aura une prise de conscience des autres, développement de l'empathie. Mais ici, il s'agit d'un mécanisme de défense. Les individus qui cherchent à se protéger d'une réalité où ils se sentent particulièrement rejetés et sans valeur devient une manière de survie psychique. En se percevant comme incompris et supérieur aux autres, Kemper a construit une espèce de barrière psychologique qui lui permettait de rationaliser ses actes violents. Le rejet affectif, que ce soit par des figures parentales ou dans la société en général, renforce souvent le développement de traits narcissiques, surtout chez ceux qui éprouvent des difficultés à établir des relations sociales significatives. Ce mécanisme de survie, comme le décrivent par exemple Karima dans son étude en 2022 ou Kruger dans l'étude en 2009, est couramment observé chez les tueurs en série, où l'absence de validation émotionnelle à répétition durant l'enfance ont conduit à une espèce d'idéalisation de soi et à un mépris croissant pour les autres. Il faut comprendre ici que les mécanismes narcissiques n'ont pas la teneur négative ou péjorative qu'on leur accorde dans le langage commun dans notre société. Bien au contraire, en fait, ils sont des mécanismes essentiels à la survie psychique et relationnelle de la personne. C'est un peu comme si l'enfant se disait, inconsciemment bien sûr, « Puisque personne ne m'aime, moi je vais m'aimer plus que tout. Je dois me faire à croire que je vaux plus que tout, plus que quiconque, comme ça je vais survivre à la pire horreur qui puisse être en ce bas monde, soit le fait de ne pas être aimé par mes propres parents. » Numéro 5, les jeux violents et les signes précoces de déviance. La mutilation des poupées et le sadisme latent. Parlons-en. Le fait qu'Ed mutilait les poupées de ses sœurs en leur coupant la tête et les mains est un comportement hautement symbolique qui aurait dû inquiéter l'entourage. Ce type de jeu qui va au-delà d'une simple curiosité infantile à cause de son intensité et de la compulsion de répétition, ça reflète un conflit interne profond, souvent lié à une rage refoulée et non exprimée verbalement.
comprenons-nous bien ici? Qu'un enfant externalise la violence qu'il subit par ce moyen est un mécanisme de défense normal, mais qui doit être rapidement adressé pour que l'enfant puisse effectivement s'en sortir, en guérir. Ce qui n'est pas du tout le cas, ça ne s'est pas du tout produit comme ça dans le cas de Ed Kemper. Les actes de mutilation révèlent un besoin de contrôle absolu sur des figures symboliques féminines, préfigurant les futurs comportements criminels de Kemper. D'une perspective clinique, ces comportements peuvent être interprétés comme les signes d'un trouble de la personnalité en émergence. Puisque l'enfant développe des mécanismes de défense pour faire face à la maltraitance psychique qu'il vit, mais que ceux-ci ne sont pas accueillis, validés, encadrés et adressés, et qu'en plus, l'enfant demeure durant toutes ces années dans ce milieu de vie violent et traumatique. En psychologie du développement, il est reconnu que ces comportements violents sont souvent le reflet d'un schéma de victimisation non résolu, où l'enfant, incapable de contrôler son environnement, recrée des scénarios de domination. L'analyse de plusieurs travaux scientifiques, par exemple celui de Reed en 2019, celui de Steven en 2023, sur les signes précoces de la psychopathie, vont souligner que ces actes de violence envers des objets comme, par exemple, les poupées, représentent une tentative de rejouer, parfois d'exorciser ces expériences traumatiques non digérées. Or, quand l'enfant est accueilli dans ce type de jeu et qu'il est encadré, par exemple, par une psychologue spécialiste des traumas et la thérapie par le jeu, l'enfant peut résoudre et faire sens de ces traumatismes. Mais autrement, quand les jeux vont bon train, que personne ne les adresse, et qu'en plus, l'enfant en ressent un grand soulagement, une espèce de reprise de contrôle, il n'est pas à exclure qu'il cherche ensuite, plus tard, à reproduire ce même genre de comportement sur d'autres victimes. La fascination pour la mort et la cruauté envers les animaux sont également un aspect important à discuter ici. Vers l'âge de 10 ans, on sait qu'Ed a commencé à manifester une fascination morbide pour la mort. Il a infligé des cruautés à des animaux. On a parlé plus tôt, il a notamment tué le chat familial, un comportement qui va bien au-delà de la simple curiosité infantile et qui peut refléter une dimension psychopathique. Selon l'étude de Labrod en 2007 et celle de Rogers en 2020, la cruauté envers les animaux est souvent le premier indicateur d'un manque d'empathie et d'une difficulté à établir des connexions émotionnelles profondes et normales. Sur le plan clinique, ces actes peuvent être interprétés comme un signal d'alerte important, marquant une déconnexion émotionnelle avec les êtres vivants, souvent exacerbée par des expériences de rejet et d'abandon précoce. La capacité d'Ed à déshumaniser les autres se manifeste d'abord sur les animaux, avant de s'étendre aux humains plus tard dans sa vie criminelle, renforçant l'idée d'une construction progressive de ses tendances antisociales et de sa froideur affective. Après tout, il avait lui-même été fortement contrôlé, écrasé, déshumanisé, et ce, depuis la petite enfance. Numéro 6, les ruptures familiales. Parlons du rejet paternel et de ses effets psychologiques. Donc, à 15 ans, dans une tentative désespérée de fuir l'emprise de sa mère, lorsque Ed se tourne vers son père, en espérant y trouver refuge, il s'est retrouvé une fois de plus rejeté. Et ce retour au père, dans une tentative ultime d'être enfin aimé et accueilli, est ici perçu un peu comme un cri d'alarme, comme un dernier espoir. Cependant, ce rejet paternel où Ed se voit, une fois de plus, abandonné par celui qui l'idéalise, aggrave considérablement son sentiment de trahison et de désespoir. D'un point de vue clinique, ce rejet récurrent renforce les schémas d'abandon et de dévalorisation en exacerbant les tendances antisociales. Certaines études ont démontré que de telles ruptures parentales
représentent des facteurs de risque majeurs dans le développement des troubles graves de la personnalité, parce que ça crée une fracture, littéralement, dans la capacité de l'enfant à établir une identité positive et une sécurité affective au cœur des relations. Le comportement antisocial qui va se développer ensuite chez Ed peut être ainsi vu comme une réaction à une privation affective insoutenable où l'enfant finit par se déconnecter de toute forme d'attachement sain. Parlons aussi du leurre et du fait qu'il a été abandonné chez ses grands-parents. Un abandon qui est à la fois doublé d'une nouvelle figure d'autorité froide et oppressive. D'ailleurs, le fait que son père ait leurré le fils et l'ait envoyé chez ses grands-parents est considéré peut-être comme le pire abandon, comme la pire des trahisons, par-dessus tout le reste, en accentuant un schéma important de carence affective et d'abandon. Ed se retrouve sous l'autorité de sa grand-mère Maude, qui commence à associer, avec raison, à sa mère Clarnell. Ce type de figure d'autorité sévère et dominante provoque une régression psychologique où l'enfant réinterprète ses premières expériences de vie traumatique avec sa mère. La continuité de ces figures oppressantes sans la possibilité d'un répit psychologique enferme Ed dans une espèce de cycle de maltraitance émotionnelle. Selon certains chercheurs, ces déplacements familiaux constants, les abandons, le manque de stabilité émotionnelle vont contribuer à la désintégration progressive de l'identité, favorisant ainsi la construction de schémas de méfiance extrême, d'hostilité envers les autres. L'homicide de sa grand-mère peut être interprété comme une espèce de projection directe de la rage qu'il ressentait pour sa mère, une tentative maladroite et tragique de reprendre le contrôle face à une autorité particulièrement violente et écrasante. Numéro 7, le premier acte meurtrier, donc les grands-parents, un point de non-retour dont nous devons discuter bien sûr, c'est à l'âge de 15 ans, après qu'une violente dispute ait une fois de plus éclaté entre sa grand-mère et lui. Kemper la tue par balle, puis en fait de même avec son grand-père. Cet acte d'une violence extrême va marquer son entrée dans le monde du crime, motivé par une espèce de combinaison de rage refoulée et de besoin de se libérer du contrôle des femmes dans sa vie. Les études sur les tueurs en série comme celle de Brown en 2022 vont venir pointer que ces premiers meurtres-là sont souvent une espèce de moyen de reprendre un contrôle perdu dans la vie de la personne. Un enfant qui a grandi en voyant l'ensemble de ses besoins affectifs non répondus à répétition, qui plus est exposé à de l'humiliation et des traumatismes graves, finira indubitablement, s'il n'a aucune compensation affective d'aucune sorte, par accumuler une quantité infinie d'énergie négative, d'émotions souffrantes et de pulsions incontrôlables. La manière dont tout ça finit par s'évacuer va varier, bien sûr, considérablement d'une personne à l'autre, et c'est particulièrement rare que ça s'exécute par le biais d'actes aussi graves que des agressions sexuelles ou des meurtres, par exemple. Néanmoins, c'est beaucoup plus fréquent d'observer que la personne ait, par exemple, une très faible estime de soi et qu'elle répète ainsi le cycle infernal des relations toxiques et violentes, ou encore qu'elle se terre dans des dépendances destructrices, ou enfin qu'elle adopte des comportements profondément violents et autodestructeurs envers elle-même. Peut-être que ça aurait été le cas pour Ed Kemper si ce n'avait été des centaines de facteurs de stress et déclencheurs accumulés qui se sont abattus sur son chemin. Numéro 8, le retour chez la mère et la spirale meurtrière. On parle ici de la libération conditionnelle et du fait d'avoir été renvoyé chez Clarnell. Donc, on le sait, à l'âge de 21 ans, Ed fut libéré et placé sous la garde de sa mère contre toutes les recommandations du personnel soignant. Ce retour en enfer a marqué le début de sa transformation en tueur en série.
Selon une analyse de Yaksik en 2024, cette cohabitation forcée avec Larnell est venue réactiver directement ses traumatismes d'enfance en exacerbant de plus en plus ses fantasmes de violence et de contrôle. La mère a agi ici comme une espèce de déclencheur final. Ces meurtres ultérieurs de jeunes femmes semblent tous avoir été des tentatives de reproduire et de maîtriser l'espèce de relation de haine et de domination qu'il entretenait avec sa mère. Le meurtre de Larnell en 1973 fut une espèce d'acte cathartique, un dernier rituel de violence visant à anéantir complètement la figure féminine qu'il avait appris à haïr. En tant que professionnels de la santé mentale, les psychiatres et les psychologues, on a l'obligation d'évaluer en profondeur les personnes qui représentent un risque pour eux-mêmes et encore plus pour les autres et pour la société. Ce n'est pas une mince affaire parce que parfois, souvent même, les personnes que nous évaluons dans ce contexte-là ne souhaitent pas du tout ni se faire évaluer, ni laisser transparaître leurs vraies émotions ou leurs vraies intentions. C'est donc particulièrement difficile de se prononcer sur le réel état mental d'une personne qui cache, qui manipule ou qui ment sur son monde interne. D'autre part, on émet parfois des diagnostics ou des recommandations cliniques qui, des fois, aussi claires qu'elles soient, aussi directrices, aussi fermes qu'elles puissent être. Les humains, les instances ont toujours, néanmoins, le choix d'y obéir ou non. C'est le libre arbitre humain. Et c'est pourquoi l'État, très insouciant et peu consciencieux, a choisi de remettre directement un jeune aux mains de son bourreau, en réactivant ainsi des traumatismes profonds qui ne demandaient qu'à être exécutés, agis sous forme de fantasmes morbides. D'ailleurs, alors que Ed Kemper, autrefois un enfant d'une solitude et d'une souffrance psychique sans nom, est devenu un adolescent en pleine quête d'identité, il n'était pas dans un environnement sain ou normal. En effet, pour la toute première fois de toute sa vie, il a été accepté, intégré, investi, aimé par d'autres personnes, mais ces personnes-là étaient particulièrement tourmentées. Je pense ici aux autres prisonniers de l'hôpital d'Atascadero, dont plus de 800 étaient de sévères prédateurs sexuels. Ed a donc construit cette nouvelle identité sur des bases particulièrement malsaines, et celles-ci ont eu un effet probablement incommensurable sur lui. On ne peut s'imaginer à quel point un enfant qui a subi des tels traumatismes, des tels manques, est dans un besoin insatiable d'être enfin accepté, enfin intégré à un groupe, à d'autres êtres humains. Donc, quand ça se produit, il s'y investit corps et âme. Et dans le cas de Ed, ça a eu un effet particulièrement désastreux. L'histoire de Ed Kemper est un cas particulièrement complexe, truffé de traumatismes d'enfance, de violences psychologiques et de rejets parentaux répétés. Chacun de ces facteurs a contribué à façonner sa psyché brisée en nourrissant un besoin insatiable de pouvoir, de revanche et de domination. Bien que ces traumatismes-là n'excusent en rien les actes horribles qu'il a commis, ils éclairent le processus psychologique qui a conduit à la création d'un tueur en série redoutable. Les recherches, les études scientifiques que j'ai intégrées ici montrent que les traumatismes non résolus, combinés à une psyché qui est déjà vulnérable, peuvent engendrer, par exemple, des personnalités antisociales ou psychopathiques, comme ce fut le cas avec Edmund Kemper. Mais les traumatismes, les facteurs environnementaux, expérimentaux de la vie d'une personne, j'en ai parlé précédemment, ça n'est jamais suffisant pour créer nécessairement une personne qui peut commettre des agressions ou des meurtres en série. On va parler souvent d'autres facteurs biologiques, neurochimiques. Et ça, je vais en reparler tout à l'heure dans le segment de neurosciences. Segment profil diagnostic.
Dans le cas d'Edmund Kemper, plusieurs experts se sont prononcés sur les diagnostics possibles. Certains diagnostics ont été officiellement émis, tandis que d'autres ont été proposés comme des hypothèses cliniques. Dans ce segment-ci, nous allons passer en revue les diagnostics principaux retenus pour Ed Kemper en expliquant comment ces troubles peuvent avoir façonné des comportements aussi violents et antisociaux. Schizophrénie paranoïde. Le premier diagnostic de Ed Kemper après le meurtre de ses grands-parents à l'âge de 15 ans fut celui de la schizophrénie paranoïde. Ce diagnostic lui a permis d'être déclaré non criminellement responsable de ses actes et d'être interné à l'hôpital psychiatrique d'Atascadero plutôt que d'être envoyé en prison. Mais assez rapidement, ce diagnostic a été largement réévalué et écarté. Parlons des critères de la schizophrénie paranoïde. Le DSM-5 va parler de la schizophrénie comme étant un trouble psychiatrique caractérisé par des hallucinations, des idées délirantes et une désorganisation de la pensée. Plus précisément, la schizophrénie paranoïde va inclure des idées délirantes, soit de persécution et ou de grandeur, ainsi que des hallucinations auditives fréquentes. L'absence d'épisodes psychotiques ou de symptômes classiques de la schizophrénie tels que les hallucinations, justement, ou les idées délirantes répétées, a finalement conduit les experts à révoquer ce diagnostic-là. Au moment de la réévaluation, le diagnostic de trouble de la personnalité passive-agressive lui a plutôt été attribué. Je vais en reparler dans quelques minutes, mais avec les avancées en matière d'évaluation diagnostique, on sait maintenant que les caractéristiques du trouble de la personnalité antisociale, le TPA, et de la psychopathie semblaient plus alignées avec les symptômes et les traits de personnalité de Ed Kemper. Les paraphilies, nécrophilie et sadisme. Les crimes de Ed Kemper sont marqués par des paraphilies, notamment la nécrophilie et le sadisme sexuel, qui sont des éléments centraux à son profil déviant. La nécrophilie est définie comme étant une déviation sexuelle impliquant une excitation liée au cadavre et est récurrente dans plusieurs des crimes de Ed Kemper. Après avoir assassiné ses victimes, il mutilait les corps et commettait des actes sexuels sur ceux-ci, prolongeant ainsi son contrôle au-delà de la mort. Cette fascination pour la mort et la domination sur les victimes impuissantes est typique des tueurs en série présentant des traits nécrophiliques. Plusieurs études en ont parlé, dont une étude dont j'ai parlé plus tôt dans cet épisode-ci, l'étude de Steven en 2023, mais aussi l'étude de Wilson en 2007. Le sadisme sexuel, quant à lui, est un autre type de paraphilie. On va l'observer quand même de manière assez évidente dans les comportements de Ed Kemper. Le sadisme sexuel implique le plaisir dérivé d'infliger de la souffrance à quelqu'un d'autre. Dans les crimes de Kemper, ses victimes étaient souvent torturées et déshumanisées avant et après leur mort, et son besoin de contrôle total et sa satisfaction sexuelle associée à la domination et à la souffrance des autres sont, encore une fois, caractéristiques de ce type de tueur en série-là, de ce type de trouble paraphilique-là. Comme j'en ai parlé dans l'épisode numéro 2 sur Ted Bundy, les paraphilies n'ont pas été officiellement diagnostiquées dans le cas d'Ed Kemper. On ne sait pas si les actes sexuels s'inscrivaient dans le cadre uniquement des meurtres ou s'il s'agissait réellement d'une paraphilie à proprement parler. Trouble de la personnalité passive-agressive. Le trouble de la personnalité passive-agressive, bien que retiré du DSM-5, figurait dans le DSM-4 et décrivait un schéma de comportement caractérisé par une résistance indirecte aux demandes sociales ou professionnelles, ainsi qu'une tendance à éviter les confrontations directes. Ce diagnostic-là s'appliquait à des individus qui expriment leur hostilité, mais de manière subtile, souvent à travers des comportements comme la procrastination, l'obstruction ou l'oubli intentionnel. Chez Ed Kemper, ce diagnostic a été utilisé pour expliquer une partie de ses comportements résistants et indirects, notamment sa tendance à se présenter un peu comme une espèce de patient modèle, tout en cachant ses véritables intentions destructrices. Ça reflétait un schéma de résistance passive et de manipulation subtile. Ce diagnostic, bien que pertinent à l'époque de son internement à Atascadero, a été abandonné parce que ces comportements étaient finalement
mieux expliquée par des troubles de la personnalité plus larges, comme le trouble de personnalité antisociale, narcissique, ainsi que la psychopathie. Trouble de la personnalité antisociale. Le diagnostic de trouble de personnalité antisociale est celui qui semble le plus cohérent avec le profil clinique de Kemper. Ce diagnostic-là, j'en ai parlé dans l'épisode sur Ted Bundy, on l'écrit dans le DSM-5 comme incluant un mépris constant pour les droits des autres, des comportements antisociaux persistants qui apparaissent souvent dès l'adolescence, dès l'âge de 15 ans. Et les critères incluent une violation constante des normes sociales, des comportements criminels fréquents, une absence de remords ou de culpabilité après avoir commis des actes de violence contre d'autres personnes, des mensonges pathologiques, une manipulation des autres pour ses propres gains personnels, une impulsivité, une incapacité à planifier à long terme. Et Kemper avait manifesté tous ces traits-là, et ce, dès l'adolescence. Je pense entre autres au comportement violent envers les animaux, le meurtre de ses grands-parents, et plus tard, bien sûr, les meurtres en série qui ont suivi. Les troubles de personnalité antisociale sont souvent associés à des anomalies dans les structures cérébrales. Les structures liées à la régulation des émotions, comme l'amygdale et le cortex préfrontal. On va en reparler un petit peu dans le segment neurosciences, mais beaucoup d'études ont porté sur ça. Bien sûr, ce n'est pas la seule cause. On a parlé plutôt des traumatismes et des violences qu'il a subis. C'est plutôt une combinaison de tout ça. Ça pourrait expliquer en partie l'aspect neuro, donc la partie de manque d'empathie de la personne, de manque de remords dans les actions violentes. Ce diagnostic a été fréquemment mentionné par plusieurs psychologues et psychiatres qui se sont prononcés sur le cas d'Ed Kemper. Très narcissique, non diagnostiqué. Bien que le trouble de la personnalité narcissique n'ait pas été officiellement diagnostiqué chez Ed Kemper, plusieurs indices de son comportement révèlent des traits narcissiques assez significatifs. Contrairement à d'autres tueurs en série comme Ted Bundy, par exemple, qui embrassait une forme de narcissisme extraverti évidente, Kemper, lui, avait une forme, ou en tout cas des traits plus subtils, plus introspectifs. Sa participation régulière à des entrevues, son désir à répondre à toutes les lettres qui lui sont adressées, son implication dans des discussions détaillées et interminables à propos de ses crimes, suggèrent quand même un certain besoin de reconnaissance et d'attention qui sont souvent liés à des tendances narcissiques. De plus, ses contradictions et son intérêt à façonner la perception publique de sa personne pourraient indiquer quand même une certaine quête d'admiration, de validation qui sont typiques du narcissisme, malgré son apparente authenticité et introspection. Il faut dire que les conditions environnementales comme le manque d'amour, la négligence affective, les abus constants, le rejet, les abandons qu'il a subis durant son enfance ont pu clairement contribuer à l'enfermement de Kemper dans un certain égo narcissique compensatoire, en essayant de le protéger d'une insécurité et d'une honte profondément enracinée. Dans l'analyse sur Ed Kemper de Jaksic en 2024, on parle également de ça. Psychopathie. Bien que la psychopathie ne soit pas un diagnostic officiel dans le DSM-5, elle est souvent évaluée, considérée, traitée, parlée par les professionnels en psychologie. Notamment, on l'évalue par la psychopathie Checklist Revised, la PCLR de Robert Hare. J'en ai parlé beaucoup dans l'épisode sur Ted Bundy. Cette échelle mesure plusieurs traits, y compris l'absence de remords, l'absence d'émotions, une capacité à imiter les émotions, des comportements manipulateurs, un charme superficiel, etc. Kemper affichait clairement tous ces traits dans ses interactions avec les autorités, avec les psychiatres. Malgré son apparente coopération lors des évaluations psychiatriques, il manipulait quand même les professionnels pour obtenir sa libération anticipée en illustrant un comportement typiquement psychopathe. Sa capacité à charmer et manipuler son entourage tout en maintenant une certaine façade de normalité est aussi
un fort indicateur de psychopathie. Dominance maternelle et rage contre les femmes. Kemper a développé une rage intense contre sa mère, Clarnell, qu'il percevait comme castratrice, humiliante et violente. La théorie de la dominance maternelle chez les tueurs en série est bien documentée. Les études scientifiques montrent que les relations conflictuelles avec des figures maternelles dominantes peuvent jouer un rôle central dans le développement de la rage, de la violence, qui sont notamment dirigées contre des femmes. Beaucoup d'études se sont penchées sur ça. Je pense entre autres à l'étude de Droomer en 2020 et l'étude de Karima en 2022. Dans le cas d'Ed Kemper, sa haine de sa mère a culminé avant son meurtre brutal, suivi de la décapitation et d'actes de nécrophilie sur son corps, ce qui souligne l'immensité du conflit interne qu'il ressentait envers elle. Cette dynamique est observée chez plusieurs tueurs en série où la figure maternelle est souvent perçue comme oppressante, et ça alimente des fantasmes de contrôle et de domination. Manque d'amour et enfermement dans un ego narcissique. Kemper, tout au long de son développement, a été rejeté et a profondément manqué de soins affectifs et d'amour. Ce rejet a renforcé un narcissisme compensatoire, lui permettant de se protéger d'une profonde insécurité et d'un sentiment de vide particulièrement déstabilisant ou souffrant. L'enfermement dans cet ego narcissique est souvent utilisé comme une espèce de mécanisme de défense chez les individus qui souffrent de troubles de la personnalité ou de traits de personnalité pathologiques. Jagzik, encore une fois, qui analyse le cas de Ed Kemper en 2024, en a parlé. On a mentionné que ce manque de reconnaissance et de validation des émotions qui a été vécu à répétition a probablement amplifié ses comportements antisociaux et violents. En récapitulant, l'analyse des traumatismes, des diagnostics et des paraphilies d'Ed Kemper, nous observons une trajectoire marquée par des abus psychologiques et des événements traumatiques dans son enfance. Son isolement, le contrôle étouffant de sa mère et le manque d'attachement émotionnel, rajoutés aux abandons et aux traumatismes multiples, ont certainement contribué à la formation de schémas déviants, exacerbant les troubles de la personnalité. Ce contexte a facilité le développement de traits antisociaux et psychopathiques, comme le démontrent les actes extrêmes qu'il a commis. L'échec des diagnostics initiaux, comme celui de la schizophrénie paranoïde, et les tentatives de manipulation de Ed Kemper pour masquer sa dangerosité, mettent en lumière la complexité de son profil psychologique. L'analyse approfondie des paraphilies, telles que la nécrophilie et le sadisme, renforce cette image d'un individu profondément déviant qui cherche à contrôler ses victimes, même au-delà de leur mort. Les diagnostics ultérieurs, tels que ceux du trouble de personnalité passive-agressive, bien qu'abandonnés par le DSM-5, illustrent la difficulté de cerner précisément le spectre de ces troubles mentaux. En fin de compte, les divers diagnostics de Kemper révèlent à quel point ces comportements violents étaient enracinés dans une combinaison de traumatismes précoces et d'autres facteurs potentiels dont je vais parler au cours du prochain segment, soit celui qui porte sur les neurosciences. Segment neurosciences. Lorsqu'il s'agit de comprendre des meurtriers en série comme Ed Kemper, les neurosciences jouent un rôle essentiel dans l'exploration des facteurs génétiques, biologiques, neurochimiques et physiologiques qui peuvent influencer le développement de comportements violents. Les avancées en neuroimagerie et en génétique permettent aujourd'hui de comprendre comment des anomalies cérébrales ainsi que des prédispositions génétiques peuvent contribuer à ces comportements antisociaux. Par contre, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à expliquer l'ensemble du parcours violent de ces individus-là. Les choses que je vais nommer dans cet épisode-ci sont un peu répétitives avec ce que j'ai vu dans le segment neurosciences pour Ted Bundy, dans le précédent épisode du podcast,
Mais je tenais à les redire, à en reparler. C'est quand même assez complexe. J'essaie d'aller en surface pour pas trop endormir les auditeurs et les auditrices, mais il reste que je pense que c'est important qu'on en parle. Donc, parlons des anomalies génétiques. Le syndrome XYY et le polymorphisme 5-HTTLPR, bien que nous n'ayons pas d'informations précises sur le matériel génétique de Kemper, plusieurs recherches ont exploré des anomalies génétiques qui peuvent être liées à des comportements violents. Donc, comme j'en ai parlé précédemment, le syndrome XYY, dans lequel un homme possède un chromosome Y en trop. Donc, au lieu d'être seulement XY, c'est XYY. Ce syndrome-là a été associé à des comportements agressifs et impulsifs. Je vais prendre l'exemple de l'étude de Stockholm et ses collègues en 2012. Elle a démontré que les hommes atteints de ce syndrome-là présentaient souvent des difficultés cognitives et émotionnelles, ainsi qu'une tendance accrue à des actes antisociaux. Même s'il n'y a rien qui indique que Ed Kemper avait cette anomalie-là, ça soulève quand même des questions sur l'influence des prédispositions génétiques dans les comportements criminels extrêmes. Et en parallèle, d'ailleurs, des recherches qui ont porté sur le polymorphisme 5-HTTLPR, qui régule la sérotonine, révèlent que les porteurs de ce gène-là avec l'allèle court sont plus susceptibles de développer des comportements impulsifs en réponse à des environnements, des facteurs de stress. Il y a plusieurs études qui ont parlé de ça. Je pense à celle de Glenn et Rain en 2021 ou celle de Cohn, également en 2021, qui ont souligné que cette variation génétique-là pouvait affecter la capacité à réguler les émotions et ainsi rendre un individu plus vulnérable à des comportements violents, surtout quand il a grandi dans un environnement marqué par le stress ou les abus. Parlons maintenant des anomalies cérébrales, donc amygdale et cortex préfrontal. Donc des anomalies dans certaines régions du cerveau, notamment l'amygdale et le cortex préfrontal, sont aussi souvent observées chez les psychopathes. L'amygdale, comme j'en ai déjà parlé, est cruciale pour le traitement des émotions comme la peur, l'empathie, la colère, et elle semble souvent sous-active chez les individus qui ont des tendances psychopathiques. Ça veut dire que ça diminue leur sensibilité au stress ainsi qu'à la souffrance des autres. L'étude de Blair en 2003 a démontré que cette anomalie-là pourrait expliquer le manque d'empathie des tueurs comme Ed Kemper, qui ont démontré peu de remords ou de compassion envers leurs victimes. Le cortex préfrontal, quant à lui, est impliqué dans la prise de décision et la capacité à inhiber, à arrêter l'impulsivité. Donc, quand on a des anomalies dans cette région-là, ça peut nuire à l'anticipation des conséquences de ses propres actions et à la gestion des comportements impulsifs ou antisociaux. Blair, en 2003, et Scheme, en 2003 aussi, vont décrire comme un dysfonctionnement de cette région-là du cerveau qui pourrait contribuer à l'impulsivité et au manque de contrôle des comportements de certains tueurs en série. Bien que les crimes de Kemper étaient souvent assez méticuleusement planifiés, certains aspects de ces comportements, par exemple la manière dont il a tué sa mère ou lorsqu'il a effectué ses 2 derniers meurtres, vont parler un petit peu là, d'une certaine rupture dans la régulation de ses émotions. Parlons aussi des traumatismes et des abus dans l'enfance. Il y a un impact neurodéveloppemental. Il y a un impact sur le cerveau. Les abus émotionnels et psychologiques, comme ceux que Ed Kemper a subis dans son enfance, particulièrement ceux de la part de sa mère, ont possiblement eu des répercussions très profondes sur son développement cérébral. Il y a Martinez en 2020 et Blair en 2003 qui vont mettre en évidence dans leurs études que les environnements particulièrement abusifs peuvent littéralement provoquer des modifications structurelles dans ces régions du cerveau, par exemple l'amygdale, encore une fois, l'hippocampe aussi et le cortex préfrontal. Ces altérations-là vont venir entraîner une espèce de réaction, de réactivité émotionnelle exacerbée, une faible tolérance au stress et plus de comportements impulsifs. Dans le cas de Kemper, ces traumatismes ont probablement aggravé
certaines prédispositions biologiques ou génétiques qu'il avait, en créant une espèce de synergie dévastatrice entre les abus subis et des anomalies cérébrales sous-jacentes. Un amalgame complexe entre biologie et environnement, c'est ce à quoi on fait face. Bien qu'on dispose d'absolument aucune donnée spécifique sur le cerveau ou la génétique de Ed Kemper, ne serait-ce qu'il est encore vivant et on n'a pas étudié son cerveau, les recherches actuelles suggèrent que les comportements antisociaux et particulièrement violents comme les siens sont le résultat complexe d'une interaction entre des prédispositions génétiques, biologiques et des influences environnementales. Les anomalies dans la régulation, par exemple de la sérotonine, des altérations cérébrales, par exemple dans les régions comme l'amygdale et le cortex préfrontal, ainsi que l'impact de traumatisme durant l'enfance sont autant de facteurs qui ont pu contribuer à sa trajectoire meurtrière. Segment, modus et bouche cousue. La trajectoire de Ed montre une progression évidente de son instabilité psychologique. Ses premiers meurtres, minutieusement planifiés, ont laissé place à une impulsivité de plus en plus croissante. Cette désorganisation s'est particulièrement manifestée dans ses derniers crimes, où il a tué, par exemple, 2 étudiantes alors qu'il roulait, sans même prendre la peine d'arrêter le véhicule. Ces méthodes, notamment la décapitation et le démembrement, peuvent être vues comme une tentative de reprendre un pouvoir qu'il estimait lui avoir été volé, en particulier par sa mère, qu'il percevait comme oppressante et castratrice. Les mutilations corporelles reflètent une dissociation émotionnelle profonde, courante chez les tueurs en série qui ont vécu des traumatismes précoces à l'enfance. L'acte de tuer sa propre mère constitue l'apogée de son conflit interne avec les figures féminines d'autorité, révélant une incapacité à résoudre les conflits émotionnels autrement que par la violence. Voici les principaux éléments de son modus operandi. Numéro 1, le choix de ses victimes. Kemper ciblait principalement des jeunes femmes, en particulier des étudiantes universitaires qui faisaient de l'autostop. Cette méthode lui permettait de manipuler plus facilement ses victimes, en créant comme une espèce de relation de dépendance pour le transport et en instaurant dès le début une domination psychologique. Le choix des jeunes femmes seules, vulnérables, accentuait son besoin de contrôle dès l'amorce de l'interaction avec la personne. Je tiens à nommer également, alors qu'il a lui-même avoué plus tard, que le choix de prendre des étudiantes universitaires comme victimes était directement corrélé avec le fait que sa mère travaillait à l'université. Numéro 2, le contrôle et l'isolement. Une fois en voiture, il amenait ses victimes dans des endroits isolés, garantissant qu'ils obtiennent une domination totale. L'isolement offrait à Kemper un cadre où il pouvait agir sans risque d'une intervention extérieure, satisfaisant ainsi son besoin d'un exercice absolu de pouvoir et de reprise de contrôle. Ce contrôle environnemental est typique des tueurs en série qui recherchent une espèce de sensation d'omnipotence. Numéro 3, violence croissante et démembrement. Ses premiers meurtres étaient planifiés et calculé, mais au fil du temps, son modus operandi est devenu de plus en plus désorganisé, brutal et impulsif. La décapitation et le démembrement de ses victimes semblent avoir servi à se distancier émotionnellement de ses actes et à renforcer son sentiment de contrôle sur les corps. Ce besoin de domination physique coïncide avec une déshumanisation progressive de ses victimes, les réduisant à des objets sur lesquels il pouvait simplement projeter sa colère. Numéro 4, cannibalisme et nécrophilie. Une quête de pouvoir. Kemper a aussi fait preuve de cannibalisme et a perpétré des actes sexuels sur les corps post-mortem, des actes possédant une forte connotation d'appropriation littérale de la vitalité de ses victimes, accentuant son sentiment de puissance et de supériorité sur les autres. Ces comportements extrêmes peuvent être interprétés comme une réponse à une insécurité et à une frustration profondément ancrée que Kemper tenait à compenser
Le modus operandi de Ed Kemper a évolué à travers ses actes, de plus en plus impulsifs et brutaux, reflétant une trajectoire où le besoin de contrôle total se mêlait aussi à une certaine dissociation émotionnelle et une déshumanisation croissante pour ses victimes. Cette progression est typique des individus qui souffrent de troubles de la personnalité antisociale ou de psychopathie, où les fantasmes de domination prennent progressivement le dessus sur la réalité. Certains professionnels ont affirmé que Ed Kemper avait comme vidé ses pulsions meurtrières une fois que sa mère fut assassinée. Néanmoins, encore il y a quelques mois, en juillet 2024, à l'âge de 75 ans, Kemper s'est vu refuser une 10e demande de libération conditionnelle parce que les experts qui l'ont évalué ont fait mention d'un grand potentiel de dangerosité encore très présent, et ça, plus de 50 ans après son incarcération. Cette dernière hypothèse qu'il aurait fini de tuer après son dernier meurtre est donc probablement on ne peut plus fausse. Segment croissance post-traumatique. Pour le segment croissance post-traumatique, dans le cas de Ed Kemper, plusieurs aspects de son cas ont eu des répercussions importantes sur la criminologie, la justice, la psychocriminologie, l'approche des tueurs en série. Parlons du profilage criminel et des sciences du comportement. Donc, l'un des impacts les plus notables est la manière dont Kemper a littéralement aidé le FBI à peaufiner son approche du profilage criminel. Lorsqu'il a été incarcéré, le FBI a commencé à l'interroger dans le cadre d'un projet sur la recherche en psychologie des tueurs en série. D'ailleurs, c'est le sujet principal de la fameuse série sur Netflix, Mindhunter. Si tu n'as pas écouté ça, je te le recommande, c'est très bon. Ces entretiens, menés par des agents de la Behavioral Science Unit comme John Douglas, ont permis de mieux comprendre les motivations et les schémas comportementaux des tueurs en série en ouvrant la voie à des avancées significatives dans les techniques de profilage criminel. Les informations qui ont été fournies par Kemper ont été utilisées pour établir des similitudes entre les tueurs, comme par exemple leur capacité à masquer leurs intentions et la présence de traits de personnalité psychopathiques. Parlons maintenant des contributions aux recherches sur la psychopathie. Kemper a été un sujet d'étude essentiel pour la compréhension approfondie qu'on a maintenant de la psychopathie et des traits antisociaux. Bien qu'il n'ait pas été officiellement diagnostiqué comme psychopathe à cette époque-là, son comportement a alimenté des études sur la manière dont certains individus développent un manque total d'empathie, une manipulation calculée et des actes impulsifs, mais organisés. Son cas a également permis de voir comment ces traits de personnalité-là pouvaient interagir avec des expériences traumatiques précoces comme les abus parentaux pour former une espèce de profil violent et dangereux. Parlons maintenant des améliorations des méthodes d'enquête sur les tueurs en série. Les entretiens avec des tueurs en série comme Ed Kemper ont contribué à améliorer les méthodes d'enquête en identifiant mieux les indices comportementaux spécifiques qui peuvent maintenant aider à reconnaître des tueurs en série potentiels beaucoup plus rapidement. Kemper a partagé des détails sur ses méthodes de manipulation, sur ses tentatives à paraître normales, des traits qui ont ensuite aidé les enquêteurs à reconnaître ces comportements-là, ces manifestations-là chez d'autres criminels. Son cas a montré à quel point il est crucial de prendre en compte la psychologie des tueurs pour comprendre non seulement leur acte passé, mais surtout pour anticiper leur action future. Parlons maintenant des développements de protocoles pour des entretiens avec les criminels. Enfin, Kemper a révélé l'importance de bien gérer les entretiens avec les individus violents et dangereux. Le FBI est venu développer des stratégies pour établir des rapports, une espèce d'alliance ou de relation avec des tueurs comme lui, en apprenant comment obtenir des informations sans nécessairement provoquer des réactions agressives ou négatives.
Ça a permis aussi de mieux comprendre la manière dont ces tueurs-là perçoivent leurs propres crimes, souvent avec une espèce d'absence totale de remords. En conclusion, l'étude du cas de Ed Kemper a joué un rôle déterminant dans la structuration du profilage moderne des tueurs en série et dans la manière dont les psychologues et les criminologues, les enquêteurs du FBI approchent les tueurs potentiels. Ses contributions à la science psychocriminologique, bien qu'indirectes et souvent motivées par son propre narcissisme probablement, ont laissé quand même une empreinte durable. Segment conclusion. Pour conclure cet épisode, j'ai exploré ici en profondeur l'histoire d'Edmund Emil Kemper, le troisième. Son développement psychologique, son modus operandi, les implications post-traumatiques de son cas sur la criminologie et la justice. En examinant les éléments marquants de sa trajectoire de vie, on a pu mieux comprendre les schémas qui l'ont mené à devenir l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire. Dans le prochain épisode du Psychocrime Podcast, je plonge dans le cas fascinant et terrorisant de Jeffrey Dahmer, un autre tueur en série qui a profondément marqué l'histoire du crime avec des éléments uniques et horrifiants. Je vais analyser sa personnalité, son histoire de vie, ses traumatismes, les violences vécues durant son enfance, son modus operandi, les aspects de la neuroscience et les répercussions de ses actes sur la société et la psychologie criminelle. Merci de ton écoute. Je t'invite à t'abonner au podcast, à partager, à en parler, à commenter. Dis-moi ton opinion, ça m'intéresse. Et laisse-moi quelques likes ou étoiles, ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci et à bientôt. Le Psychocrime Podcast, thème musical et mixage sonore par Jean-Michel Soudre, logo et graphisme par Jessica Boissonneau. Recherche, réalisation, édition et animation par Dr Véro Ménard, psychologue. Un podcast présenté par Psy Tu savais, Incorporé.